Bonsoir Dominique, merci, Bonsoir. merci de cette rencontre et de cet entretien en prévision de la projection des mots de Tage qui aura lieu Mhm. le lundi 8 novembre à 20h30 au cinéma Agnès Varda à Lascaux dans le quartier Argentine à Beauvais. C'est ça. Donc c'est un grand plaisir de vous recevoir à Beauvais avec votre nouveau film qui est pour une fois, non pas une fiction, mais et Mhm. pour la première fois, un documentaire. Donc Oui. en 2013, vous rencontrez un jeune réfugié afghan. Il a 15 ans. Il Mhm. s'appelle Taj. Euh, Mhm. 5 ans plus tard, vous envisagez de tourner un documentaire. Quel a été Mhm. pour vous le cheminement, le vécu, le récit pendant ces 5 années? En fait, l'idée du documentaire, elle est née assez vite, en fait. C'est né en 2014, lorsqu'on était dans un festival en Autriche où j'avais été invité avec des étudiants pour montrer des films d'étudiants. La soirée d'ouverture, on nous a montré un film sur des réfugiés qui étaient coincés à Athènes, un film qui s'appelle L'Escale. Et on avait discuté avec le réalisateur après, et Taj, après la discussion, m'a dit, mais tu sais, moi, j'aimerais bien aussi qu'on fasse un film sur le trajet et pas forcément que sur le moment où les réfugiés, où nous, on est bloqués et qu'on peut pas passer dans un pays voisin. Il dit, moi, j'aimerais bien raconter mon trajet, et si j'ai un film à raconter, ben, c'est toi qui vas le faire avec moi. J'ai résisté pendant quelques temps parce que justement, voilà, comme vous l'évoquiez, je n'avais jamais fait de documentaire et je me sentais trop proche de Taj pour pouvoir être la bonne personne, pour avoir la bonne distance par rapport à son histoire. Et puis finalement, il a réussi par trouver les mots pour me convaincre et à partir du moment où j'ai accepté, il a fallu commencer à réfléchir au procédé, comment imaginer la mise en image du film. Et puis après, ben, j'ai commencé à écrire. Avec mes producteurs, on a commencé à chercher des subventions. Et finalement, le film a été possible en 2018. Oui, il faut préciser que ce jeune garçon, bon, il y a eu un coup de cœur réciproque, je crois, entre vous quand vous étiez à France 3 Picardie, à Amiens, Oui. et vous vous êtes adoptés tous les deux. On s'est adopté, oui, oui, oui. C'est-à-dire que voilà, il est mon fils à présent. C'est quelque chose qui est arrivé assez vite dans la relation, en fait. Je sais pas véritablement ce qui s'est passé. J'ai pas vraiment, c'était pas du tout prévu. J'avais pas dans l'intention dans ma vie d'être père adoptif. Et, euh, et je sais pas, il y a eu un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je le laisse pas dans la vie, je vais l'accompagner, c'est pas possible que je le laisse comme ça. Et puis, ben, lui, il était assez d'accord. Et donc, en fait, l'adoption a été prononcée à ses 18 ans. Voilà. D'accord. Et donc, comment est venue l'idée de la construction du récit de ce documentaire où vous faites le chemin à l'envers, à rebours? Finalement, on s'aperçoit que vous allez à l'envers la Suisse, l'Autriche, l'Hongrie, Serbie, Mhm. Macédoine du Nord, Grèce, Turquie, l'Iran, Mhm. Mhm. l'Afghanistan. Enfin, Mhm. quand on défile d'ailleurs tous ces mots, nous, en tant que petits Français de souche, on se dit, mais waouh, il est passé par un chemin, mais incroyable, quoi. Oui, oui, Et oui. finalement, quelle Oui. a été la décision de faire ce chemin dans ce sens, cette espèce ce sorte de pèlerinage, on pourrait dire, sur tous les lieux où il n'a pas fait que s'arrêter, parce que je crois que ce qui est important aussi dans ce que Taj veut nous transmettre, c'est qu'il a toujours été en mouvement. Il a toujours, Complètement. voilà, toujours dans le regard. C'est ce qui le caractérise toujours d'ailleurs, hein, c'est la mobilité, hein, ça, c'est quelque chose qui va forcément du côté de la vie, hein, on va dire. Mais la décision de faire le trajet à rebours, c'est venu en discutant avec lui parce que une fois que j'avais accepté de faire le film, je savais pas comment le faire. Et je lui disais, je vais pas te demander, vas-y, raconte et faire un plan fixe et lui demander de raconter. Il fallait trouver un système d'image qui pouvait accompagner le propos. Et je me voyais pas du tout prendre l'avion et atterrir moi à Kaboul et puis refaire le trajet
dans ce sens-là parce que j'aurais été perdu, moi. Comme vous l'évoquiez, quel voyage! Et c'est quand même un bout du monde pour nous, l'Afghanistan. C'est-à-dire, c'est un lieu, enfin voilà, qui nous semble loin et complexe. Et du coup, je pense que j'étais un peu inquiet de ça. Et à un moment, justement, on était dans les dossiers pour l'adoption et on était au conseil départemental et on attendait je ne sais quel document. Et pendant l'attente, il m'a montré ce qui s'était passé dans la salle d'attente parce que c'est le premier endroit où il est arrivé quand il a atterri à Amiens. Il a fini par être pris, par être recueilli au conseil départemental, puis après envoyé dans un foyer. Et il me disait, je me suis couché là sur ces chaises et puis j'étais très fatigué, j'arrivais pas à dormir, je tombais et il me le montrait. Et c'était presque drôle en fait aussi, enfin ça faisait marrer. Et du coup, c'est comme ça que je lui ai dit, il faut que tu racontes, il faut que tu nous montres et on va faire le trajet à l'envers, on va partir d'Amiens, on va atterrir à Kaboul. C'est là donc où est venue l'idée du récit, finalement, les mots, les mots dans l'action. Et Oui, puis aussi, il faut quand même préciser que cet enfant qui essaye, bon an, mal an, de dormir sur des chaises, qui a surtout très faim aussi, oui. il ne parle pas un mot de français. Non, il parlait anglais quand je l'ai rencontré. Et le français, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on est, voilà, qu'on est devenu proche. C'est-à-dire que quand je l'ai ramené après l'avoir rencontré à France 3 où il était en stage, je l'ai ramené au foyer un soir et il parlait pas français. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Je lui ai dit, je vais peut-être accompagner tes éducateurs pour essayer de faciliter ton apprentissage du français. Et c'est ce qui s'est passé au début. Puis après, très vite, il est venu régulièrement à la maison. Il a fini par habiter ici presque officiellement. On est passé devant le juge des enfants pour que j'ai voilà comment dire le statut de tiers digne de confiance. Et c'est vrai que voilà, c'était aussi tout un trajet vers le langage. Et c'est surtout ça d'ailleurs qui fait que lui, il a très vite compris que pour s'intégrer et pour avoir accès à notre culture et à ce côté du monde, il fallait passer par le langage. Et c'est aussi le titre du film parce que c'est ça aussi d'une certaine manière. C'est des mots pour dire son trajet, mais c'est aussi des mots pour dire la vie et pour dire voilà, l'échange, le rapport à l'autre, la communication la volonté de se rencontrer. Oui, parce que finalement, Taj est complètement polyglotte, il parle plusieurs langues. Oui, Et ça aussi, ça peut aussi casser pas mal de préjugés de premier abord qu'on pourrait avoir sur les migrants, terme que je n'aime pas trop employer. Je préférerais, moi, les voyageurs des pays qu'on doit quitter. C'est beaucoup plus accueillant, en tout cas. Racontez-moi, alors un mot que vous aimez pas, mais je vais devoir l'employer parce que j'en ai pas d'autres. Racontez-moi un peu le dispositif du tournage. Vous étiez combien? Parce qu'on sent une petite équipe et puis vous êtes très proche, évidemment, par tous les sens du terme, de Taj, cette équipe de tournage. Alors en fait, on n'avait aucune autorisation pour tourner où que ce soit. C'était vraiment un tournage de guérilla parce que dès qu'on on s'était mis en tête d'obtenir des autorisations, ça prenait un temps infini. Et on connaissait pas forcément les interdictions dans les pays. Enfin bon, donc on a décidé de faire comme si on était un peu des touristes. Donc on était trois. Il y avait donc Henri Desaunay qui était à l'image et au son. Il y avait Taj et moi. On a traversé tous ces pays, d'abord en train, puis en voiture, puis après, pour certaines frontières qui étaient trop complexes à franchir sur la terre, on a pris l'avion. Oui, on était véritablement dans une économie de tournage extrêmement restreinte pour passer le plus inaperçu possible et pour essayer de pouvoir se fondre dans la masse et de ne pas être repérable. Voilà, et c'est comme ça qu'on a pu être dans des endroits qui étaient des endroits plutôt pas possibles au niveau de tournage habituellement, mais nous, on a pu tourner. On voit d'ailleurs quasiment constamment l'inquiétude, le Taj qui est quand même sur le qui-vive. Par exemple, à la gare de Budapest, Oui. que
Et d'ailleurs, j'ai visité cet endroit-là et je me doutais absolument pas de ce qui avait pu s'y vivre et de ce qui peut s'y cacher et s'y vivre. Euh, on le sent vraiment à, à regarder partout le côté de l'inquiétude de ce qu'on nous on appelle en France les gardiens de la paix. Oui. Et je pense que là, sur son trajet, on en est loin des gardiens de la paix à travers les policiers. Oui, c'est quelque chose qui l'a suivi longtemps quand il est arrivé, maintenant qui a disparu quand même, cette crainte de la police de quelque pays que ce soit, ils sont dans un état de fragilité absolue et ils sont des proies littéralement, hein. C'est-à-dire que ils sont chassés, battus, ils sont abîmés, enfin vraiment ils sont des personnes, persona non grata, hein, comme on dit, voilà, on ne souhaite pas qu'ils soient là. Et c'est vrai que Taj a retrouvé pendant le parcours cette espèce de crainte de la police qui était devenue un peu absurde dans la mesure où il était citoyen français avec un passeport, enfin voilà, où il n'y avait plus aucun risque par un ce qu'il évoque d'ailleurs à un moment en Grèce. Et il trouve que le statut de touriste l'énerve beaucoup parce que on retourne dans des endroits où il a été rejeté, mais maintenant qu'il est touriste, il est accueilli. Voilà, et donc voilà, ça le perturbe un peu et ça l'énerve. Mais c'est vrai qu'il avait une forme de crainte, oui. Et en Hongrie, c'est en Hongrie qu'on a commencé à sentir qu'il pouvait y avoir des problèmes par rapport à nous, par rapport au tournage, et où il pouvait y avoir une vraie crainte et une vraie inquiétude aussi, où il pouvait nous arriver possiblement des problèmes. Voilà. Mhm. Quelle a été la relation sur le tournage du père avec le fils et du réalisateur avec son passager? Oui, bah, ça c'était une vraie question pour moi parce que je savais pas comment j'allais pouvoir négocier ça. Et je pense que j'ai simplement suivi son énergie à lui. En fait, j'ai suivi sa proposition. Taj était très vite parfois véritablement dans une prise de parole immédiate et il voulait raconter. Et à ce moment-là, il fallait que moi je sois à la hauteur de ce qu'il nous proposait et qu'on fasse le film. J'étais pas là pour parfois m'effondrer par rapport à des choses qu'il pouvait évoquer et qui me touchaient énormément et que j'ignorais, hein, parfois même. Mais j'essayais de rester dans mon statut de réalisateur qui me protégeait aussi d'une certaine façon par rapport à certaines de ses prises de parole. Et puis en même temps, c'est ce qu'il attendait de moi, c'est-à-dire qu'il avait des choses à dire, il fallait qu'on fasse le film, donc il fallait que je sois présent comme réalisateur. Ça m'arrangeait d'une certaine manière de tenir ce statut-là, mais ce qui n'est, enfin voilà, il y a certains soirs où je me retrouvais dans ma chambre d'hôtel et où je redevenais son père, et là j'étais parfois assez effondré quand même. Ouais, voilà, j'avais parfois voilà, des montées d'émotions par rapport à ce qui s'était passé dans la journée où je me disais, mais quel mal de chien on a pu lui faire quand même. Est-ce qu'il essayait d'intervenir dans la réalisation, de changer un petit peu les protocoles, de prendre des décisions? Pas du tout parce qu'on était vraiment là pour le suivre. C'est nous qui étions dans une adaptation constante par rapport à lui. D'accord. Euh, à aucun moment on a refait de plan. C'était vraiment pas du tout l'idée. On n'était pas du tout là pour organiser quoi que ce soit. Il fallait absolument qu'on soit présent au moment où il prenait la parole et où c'était important pour nous de servir cette parole. Ce qui a été, par exemple, pour Henri Desaunay, pour Henri, ça a été épuisant. Le tournage a duré 1 mois et demi et il fallait qu'il soit sur le qui-vive constamment, qu'il soit sur le plan technique aussi totalement performant, parce qu'il fallait ramener un film de cinéma. Et on était véritablement toujours vraiment, enfin voilà, dans l'attente du moment où Taj allait prendre la parole, ce qui pouvait arriver absolument n'importe quand. Et, euh, et, et il n'y a pas eu de moment où d'une certaine façon, Taj a senti qu'il fallait qu'il intervienne sur quoi que ce soit, parce qu'on était vraiment là pour lui et pour recueillir sa parole. Donc, il y a jamais eu véritablement de discussion autour d'un système de mise en scène voilà. L'idée principale qu'on avait, c'était qu'il fallait qu'on soit proche de lui et qu'on fasse pas de tourisme. D'accord.
Voilà, qu'on évacue tout exotisme en fait. Ok, et justement, mais franchement, félicitations à Henri parce que le son est juste, c'est vraiment un pro de chez pro parce que et ô combien il est nécessaire sur ce type de documentaire d'avoir un son impeccable. Le son est impeccable et à plusieurs moments en visionnant le film, je me suis dit, mais comment ils ont fait? Parce que Ah, mais ça, effectivement, on sent le côté spontané et la qualité du son est énorme et ça devait être très compliqué pour lui. alors ça, je suis très content que vous l'évoquiez parce que pour moi, c'était un point essentiel et je trouve que le film, on le reçoit aussi par le son. C'est pour ça que pour moi, il est essentiel de le recevoir en salle parce que vraiment, c'est là où le dispositif sonore, il fonctionne parfaitement. Et j'ai eu des retours voilà, de gens du métier et tout qui ont été vraiment aussi captés par le film. Ils nous dit presque que c'est passé par le son. Donc ça me touche énormément que vous l'ayez remarqué. Et c'est vrai que voilà, Henri est quelqu'un qui est d'une, comment dire, voilà, il est attentif à un point qui est absolument incroyable. Donc on était tous avec un micro HF. Il avait choisi un micro sur son appareil photo puisqu'on a tourné avec un Alpha 7S, un Sony Alpha 7S. Sur son appareil photo, il avait un micro qui était extrêmement performant et il avait une manière de gérer les niveaux, de gérer même les niveaux de pile. Enfin voilà, c'était vraiment presque une obsession pour lui que le son soit bon. Et quand on sentait que quelqu'un qui était, il y a beaucoup de rencontres dans les films quand Taj se mettait à rencontrer voilà, des voyageurs, hein, voilà, des gens qui faisaient le voyage dans l'autre sens et qu'ils croisaient. Euh, on se posait toujours la question de savoir si on allait leur mettre à un chef. Et parfois, j'interrompais la conversation au tout début quand je sentais que quelque chose était en train de se passer pour leur mettre à un chef. Et on reprenait très vite la conversation pour ne pas casser le moment. Et c'était une forme de, voilà, de gymnastique qu'on a réussi à mettre en place quasiment tout le temps. Et après, il y a une équipe son aussi hein, qui était formidable. Le montage son de Lucille de Marquet est juste absolument prodigieux. C'est de l'orfèvrerie. Et le mixage de Édouard Morin est magnifique. Quoi. Il y a vraiment eu une équipe au niveau du son qui a juste été mais formidable et qui sert le film vraiment de façon très, très précieuse, je trouve. Mm. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour produire, pour faire produire le film? Alors, étant donné qu'on était vraiment dans une équipe, enfin, dans un système extrêmement réduit, voilà, donc le film pouvait ne pas coûter si cher que ça. C'était surtout le déplacement et la régie, hein, on va dire, voilà, qui coûtait de l'argent. Donc, en fait, non, on a réussi à obtenir des subventions du CNC, des subventions de 2 régions. On a obtenu la Brouillon d'un rêve de la SCAM. Il y a eu aussi des aides aux producteurs, des aides directes aux producteurs. Donc, on avait de l'argent pour le tournage. Et puis, pour la post-production, on manquait d'argent. Et là, on a fait un crowdfunding. On a fait un Kiss Kiss Bank Bank. Et on a eu la chance de pouvoir dépasser la somme qu'on demandait. Et ce qui nous a permis de finir le film dans de plutôt bonnes conditions. Hein. Donc, on rappelle que le film va être projeté le lundi 8 novembre à 20h30 au cinéma Agnès Varda à Lascaux, dans le quartier Argentine à Beauvais. Et moi, j'aimerais savoir, y a-t-il un pays, un moment plus fort émotionnellement que les autres, un moment où on a été au bord du craquage? Alors, au bord du craquage, oui, on n'a pas été au bord, ça a craqué en Turquie. Voilà, en Turquie, ça a été très dur parce qu'on était assez fatigué et on quittait la Grèce où Taj avait été aussi assez bouleversé par rapport à des réminiscences, hein, voilà. Et donc en Turquie, oui, voilà, on sait, mais bon, ça a volé en éclats, on s'est bien engueulé. Il y a eu des choses comme ça qui ont été. Et puis finalement, voilà, il y a eu une après-midi comme ça où ça a été un petit peu, voilà, une espèce de une espèce de psychodrame, mais voilà, qui s'est terminé très vite. En fait, à un moment, on s'est trouvé totalement ridicule et, et on a continué le film qu'on avait presque décidé d'arrêter. Et puis, mais sur le plan émotionnel, véritablement, enfin, je crois que l'endroit moi qui m'a le plus marqué, c'est la vallée du Panjshir en Afghanistan. C'est juste tout simplement les 3 derniers plans du film. On a vraiment, on les a montés de façon, on a monté très simple et on n'a mis pas tous les plans qu'on avait tournés évidemment.
Mais là, il y a eu quelque chose d'assez étrange et qui était un peu mystique. Je ne suis pas du tout mystique, mais là, il y avait une espèce de corrélation entre ce moment qui était incroyable, le paysage. On était loin de Kaboul. On savait que le retour risquait d'être un petit peu dangereux puisque l'autoroute n'était plus safe. Enfin, mais il y avait une lumière somptueuse. C'était d'une telle beauté. Et il y avait eu comme ça des moments de grâce dans cet après-midi. Et moi, je crois que là, je suis littéralement tombé amoureux de l'Afghanistan. Enfin, c'est vraiment un pays qui m'a Ces ouais, derniers plans sont vraiment somptueux, sont ouais, ouais, magnifiques. On a vraiment, là, il n'y a pas de mots, hein, si mes souvenirs sont bons, non, sur cette partie-là. Et bah, justement, les mots sont dans les yeux, quoi. ouais, ouais. Et très, Et très puis, clairement. c'est porté par l'air, il y a quelque chose comme ça, une espèce de conjonction entre tout qui fait que c'était un moment absolument parfait. Et j'en garde un souvenir ouais, très ému. Je crois que je n'en suis toujours pas complètement revenu d'ailleurs. Euh, Est-ce que Taj était inquiet sur les deux derniers pays et vous aussi d'ailleurs parce que là que ce soit l'Iran avec Téhéran et l'Afghanistan à Kaboul, sont des pays aujourd'hui de plus en plus fermés et compliqués. Oui. Est-ce que là il y avait une peur plus importante, plus viscérale? Alors Henri et moi, on était sans doute inquiets. Inquiétude que moi j'ai oubliée très vite parce que voilà, je n'en revenais pas d'être en Iran, j'en revenais pas d'être en Afghanistan. C'est véritablement. Et puis voilà, j'essayais. Je savais qu'on y restait peu, donc on est resté 5 jours en Iran et 5 jours en Afghanistan. Parce que plus ça devenait dangereux en Afghanistan, il fallait pas qu'on nous repère en tant qu'étrangers, étrangers non protégés. Donc, je sais pas, j'étais à la fois inquiet mais totalement renversé et émerveillé. L'Iran m'a aussi beaucoup bouleversé. Donc, moi, j'ai très vite perdu cette crainte. Henri, non. Henri, il est peut-être plus concret que moi. Et donc, il était dans une espèce, voilà, pas de méfiance, mais malgré tout d'inquiétude. Taj, pas du tout, parce que c'est un pays, l'Iran, qu'il connaît bien. Et l'Afghanistan, c'est son pays. Donc, il connaît la musique de ces deux pays. Il connaît la façon dont les choses fonctionne, comment ça circule, comment on peut s'en sortir. Comment je sais qu'en Afghanistan, il y a une journée où on n'est pas sorti de l'hôtel parce que Taj ne sentait pas la ville. Il avait l'impression qu'il pouvait se passer quelque chose, qu'il y avait une tension en ville qui pouvait voilà, provoquer quelque chose. Donc, il nous a interdit de sortir de l'hôtel. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on a fait. On a respecté ce qu'il nous disait parce que moi, je savais que s'il le disait, il fallait qu'on respecte ça. Et c'est vrai que c'est important et je veux le resignaler parce que là, on voit Taj, un beau jeune homme, grand, costaud, mais c'est un enfant qui a fait tout ce parcours, C'est ça. Oui. un gamin, quoi. Ouais. Nous, on a déjà du mal des fois à laisser nos enfants aller au supermarché tout seuls. Et là, lui, il a fait tout ce parcours et c'est quand même important à renoter le fait que ce soit un enfant qui a fait ce parcours. Comment, on va arriver sur les deux dernières questions, comment vous et Taj voyez, vous, la situation actuelle? On approche des élections présidentielles et on voit un futur, j'espère, dans quelques temps, j'aimerais bien, ex-candidat qui se relève du fait de vouloir foutre tout le monde dehors, tous ceux qui porteraient pas des noms francisés. Alors Taj, pour le coup, c'est pas, c'est pas, c'est pas ni Dominique ni Jean-Luc. Euh, comment il perçoit ça? Comment il ressent ça? Pour lui, c'est très étonnant parce qu'il comprend pas ce qui nous arrive. C'est-à-dire que venant de là d'où il vient et avec les pays qu'il a traversés, où véritablement, moi, ce que j'ai senti aussi, c'est des pays que je ne connaissais pas, mais j'ai l'impression que moi, l'Europe s'arrête à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie. Derrière, c'est chaotique. Véritablement, la Hongrie est un pays qui va mal. La Serbie n'est pas dans l'Europe, mais ça ne va pas très bien. La Macédoine va pas très bien. La Grèce va mal. La Turquie va mal. Enfin, voilà. Et nous, on est quand même dans un espace qui reste encore assez protégé.
et on est quand même la cinquième puissance la plus riche du monde. Et on a cette espèce de fantasme, voilà, de panique, de frayeur, ce sentiment d'invasion qui est complètement faux. Ça, les chiffres le prouvent. Il y a un rapport de l'OCDE qui dit même d'ailleurs que les réfugiés ne nous coûtent pas d'argent. C'est-à-dire que l'argent qu'on met pour aider les réfugiés est remboursé par le travail qu'ils peuvent fournir, par les impôts que certains peuvent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, On bien est, sûr. et lui, il est dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de, voilà, de l'interrogation. Il se dit, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? La plupart des gens qui ont peur de nous ne sont même jamais venus nous parler. Il y en a des milliers qui n'en ont même jamais vu. Et vous ne savez pas qui on est éduqués, on est des gens qui pouvons tout à fait entrer en relation avec vous, voilà, proposer de vous faire des plats, vous faire découvrir une culture. Il ne comprend pas, littéralement, il ne comprend pas ce qui nous arrive. Et il dit, vous avez des états d'âme qui sont difficiles à saisir, hein, quand même. Il dit, parce que voilà, vous vous baladez dans la rue, il n'y a pas de sniper qui sera là pour vous tirer dessus. Vos trains, ça fonctionne, les bus, ça fonctionne. Voilà, vous pouvez partir en vacances. Enfin, et vous avez peur, et pour vous, la vie est compliquée, et vous nous détestez. Il dit, je ne comprends pas. Alors, le nous, j'exagère, parce qu'il y a quand même Oui, beaucoup de personnes qui sont solidaires et qui voilà, mais il y a cette espèce de fantasme qui est complètement archaïque du migrant qui débarquerait avec un couteau entre les dents. Enfin, juste, on va arrêter, on va essayer juste de redevenir un petit peu intelligent et de réfléchir quand même, parce que c'est trop facile d'imaginer que c'est parce que, enfin voilà, on a des malheurs dans sa vie que tout d'un coup on va trouver plus malheureux pour lui donner des coups de pelle parce que ça nous soulage. Enfin, je veux dire, non, juste agissons, essayons de tenir notre pays, essayons de faire en sorte que voilà, on soit à la hauteur de ce qu'on représente dans le monde, parce que moi, je me suis rendu compte de ce que ça représente, la démocratie française à l'étranger. Et quand on débarque dans un pays qui est comme l'Afghanistan, et qu'il y a des jeunes qui viennent nous parler dès qu'on dit qu'on est français, ils nous respectent parce qu'on est des démocrates, parce qu'on est des républicains, parce que c'est le pays des droits de l'homme. Et moi, ça, pour moi, c'était des notions un peu flottantes. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire dans ces pays-là. Et je vous garantis qu'à un moment, en tant que Français, on fait gaffe à comment on se comporte. Parce qu'on se dit, on représente quelque chose qui est important et on doit être à la hauteur de ce regard-là. Et quand ils arrivent ici et qu'on les traite comme des moins que rien et comme des, voilà, comme des gens qu'on voudrait juste disparaître, eux, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. pour moi, il y a une image, je suis très proche de mes deux chiennes. Mhm. Et bon, ça peut paraître stupide, hein, le fait d'être proche d'animaux, c'est encore un autre discours. Mais C'est c'est légitime. ouais, Taj, à un moment donné, donne à manger à deux chiens errants, hein, je pense. Et Oui. on voit aussi la puissance de ces images-là, à ce niveau-là, parce que lui, sur son parcours, il était encore en dessous Mhm. de ces deux chiens-là, finalement. Et Tout là, à on fait. se dit, mais alors, pour moi, c'est carton plein, ce documentaire, parce que il nous révolte, Mhm. nous interroge, il nous rend un peu honteux aussi par moments. Mhm. Et on a tellement envie de se dire, mais ouais, effectivement, allons leur parler, tendre la main, les écouter. On manque de médecins dans les hôpitaux, ben, il y a certainement des médecins Oui, bon, dans le tas. oui, Hein. oui, c'est Il y a des gens qui ont fait des études colossales, c'est pas des gens. Et puis, faut se rappeler une chose, c'est que nous, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis sur les routes, on s'est enfui. Ouais. on s'est enfui. On s'est enfui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Taj, il vénère sa mère, qui est encore en vie, hein, qui a maintenant été exfiltrée, qui est en Angleterre, avec ses petites sœurs et ses petits frères. Oui. Euh, et oui, c'est bien. En fait, c'est sa mère qui l'a plus ou moins mis sur la route, qui l'a laissé partir. Et qui voyait qu'il risquait de mourir en Afghanistan, voilà, pour des raisons qui ne sont pas nécessaires à expliquer, mais qu'on peut bien imaginer. Bien sûr. Et elle lui a dit, tu as peut-être une chance de vivre si tu pars. Donc, pars, en fait. Voilà, pars, parce que peut-être, si tu restes, tu es sûr de mourir. Mais si tu t'en vas, tu as peut-être une chance de vivre. Vous vous rendez compte, on est dans des pays où il y a des mères qui peuvent dire ça à leurs enfants. Ben, Voilà.
Oui, c'est un acte d'amour puissant et en même temps, c'est un déchirement énorme. C'était à la fois de l'amour et du désespoir, en fait. Voilà. Et, euh, et il y a un moment, il y a certains pays dans le monde où les questions qu'on se pose, ce sont des questions de cet ordre-là quand on est parent, par exemple. C'est si mon enfant reste, il meurt. S'il part et que je ne le vois plus, et que peut-être il a une chance de survivre, qu'est-ce que je fais? Vous vous rendez compte? Le dilemme. Enfin, voilà, c'est des questions que nous, on se pose pas de façon aussi concrète. Bien sûr. Voilà, par rapport à ces pays-là et par rapport à ces personnes qui sont dans ces dilemmes-là, je pense que la moindre des choses serait nous de baisser un peu la garde et de dire peut-être on va essayer de comprendre ce qui vous arrive, parce que peut-être dans un futur qui est peut-être pas si lointain, les personnes qui vont devoir se poser ces questions-là, ce sera peut-être nous. Effectivement. C'est la raison la plus petite pour laquelle on devrait accueillir ces personnes-là, se dire que peut-être un jour on sera comme eux. C'est la question la plus, enfin voilà, c'est la réponse la plus, voilà, j'allais dire la plus minable. Oui, Hein, on tout à devrait les fait. accueillir. C'est vraiment Ouais. la façon de penser à nous encore. Ouais, c'est ça. C'est se dire, tiens, bah, peut-être voilà, par mimétisme, j'essaye d'imaginer, oh là là, si ça risque de m'arriver, ben, du coup, je veux pas, ben, donc je vais les aider. On devrait les aider pour des raisons peut-être un tout petit peu plus nobles que parce que ça risque de nous arriver. N'empêche que ça risque de nous arriver. Je le souhaite pas, évidemment. Je le souhaite à personne. Mais il y a des parties du monde où c'est ça, les questions qu'on doit se poser en tant que parents. Et quand on se pose ces questions-là, ben, nous, peut-être, on pourrait essayer d'être un petit peu plus, voilà, d'avoir les bras un peu plus ouverts par rapport à ça, je trouve. Effectivement. Vous allez présenter, ce sera la dernière question, au public de Beauvais, donc Alaska, au cinéma Agnès Varda, le 8 novembre à 20h30. Prenez vos places pour donc cette projection magnifique. En votre présence, hein, bien sûr, Dominique, vous allez venir débattre et avoir le plaisir de rencontrer le public beauvaisien. Quelle est pour vous l'importance justement d'accompagner le film? Un peu, on sait, hein, les cinéastes, quand on accompagne un film, c'est un peu comme accompagner un enfant. Et là, c'est en plus un film qui parle de votre enfant. Donc, c'est la boucle est bouclée. Quelle est pour vous l'importance d'accompagner un film et de ces rencontres avec le public? Ben, c'est pour ça qu'on fait les films. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au moment où il y a ces rencontres-là, on sait pour quelles raisons on s'est mis tout ça sur le dos en fait, parce que voilà, c'est un combat. Hein, faire un film, c'est pas facile. Voilà, celui-là a pas été très simple à mener jusqu'au bout. Mais le moment où on peut le proposer, le moment où on l'accroche sur un écran et où on va le partager et où on va avoir des échanges et où tout d'un coup, ben voilà, il y a une forme quand même de lien qui se met en place dans une salle de cinéma. Il y a comme une sorte de précipité d'humanité qui se fait là tout d'un coup autour d'un projet, autour d'un film. Pour nous, c'est essentiel. C'est quelque chose qui, voilà, ça nous redonne de l'énergie. Moi, je sais que c'est les moments que je suis en train de vivre en ce moment qui me permettent de me dire, bah, continue et essaye d'en faire un après encore. Voilà, donc, Oui, ouais. continuez, faites des beaux films. Celui-là est très beau. Et Ouais. on pourrait terminer sur une phrase, alors je ne la donnerai pas en entière, d'Ariane Ascaride, qui nous dit que Taj, quelqu'un que j'aime beaucoup, Ariane, Taj a un physique de héros de l'Odyssée d'Homère. On pourrait le comparer à Ulysse. Oui, C'est tellement beau. oui, c'est Ariane qui a souhaité écrire un texte sur le film qu'elle aime beaucoup. Elle peut dire ça, elle, moi je peux pas le dire de la place où je suis. Bien sûr. Voilà, je peux pas évoquer l'Odyssée. Enfin, je sais pas. Il fallait et elle a parlé d'Homère et d'Ulysse tout de suite. Et voilà, j'étais content qu'elle prenne cette entrée-là par rapport au film et qu'elle évoque Taj comme une sorte de héros aussi, malgré lui, mais malgré tout. Hein, voilà, quelqu'un d'héroïque, ça, sans aucun doute. Mais quand on connaît l'engagement et la culture d'Ariane Ascaride, ça veut dire beaucoup. Et c'est Oui, vrai ça avait beaucoup de que, sens. Ça avait oui. beaucoup de sens. Oui, beaucoup de sens. Oui. Bien, merci beaucoup, Dominique. Ça m'a fait Merci. très plaisir de vous rencontrer et d'accompagner ce film. Je serai Mhm. malheureusement pas présent à cette projection et j'ai voulu, par cet entretien, partager avec vous quand même
cette venue à Beauvais. Voilà, je serai ailleurs dans la région. Merci beaucoup. Voilà, c'était très Merci. gentil.